2005, c'était quand même une année incroyable. Déjà, hors du catch, c'était l'époque où on se fumait à des bangers comme Mario Kart Double Dash sur GameCube ou encore le gros classique Titeuf Mega Compete sur PS2. C'était aussi l'année de sortie de la DS qui a clairement fait notre enfance avec d'abord les jeux que t'allais payer au prix fort jusqu'à ce que tu découvres le paradis de la R4. Je peux vous dire que ça allait récupérer sur des vieux sites de torrents russes des maxi Fort Boyard sur DS et ça mettait tout le monde d'accord. Ah bah à moins de 10 ans ça faisait des tests de QI avec le docteur Kawashima, on était hyper chaud. Mais côté catch bien sûr, l'année 2005 elle régalait aussi. Batista qui gagne le Royal Rumble dans cette fin incroyable, le banger entre Angle et John Cena, SummerSlam 2005 avec la folie entre Michaels et Hogan, mais aussi et surtout le show dont on va parler aujourd'hui, One Night Stand 2005. Comme d'habitude, on n'oublie pas d'éclater le bouton like et s'abonner à travers une table, et aussi on en profite pour aller foutre le feu à twitch.tv/Monsieur Hawkin alors qu'on revient sur l'un des meilleurs shows de la WWE. Le show a lieu au Hammerstein Ballroom, une salle magnifique qui sera d'ailleurs réutilisée l'année suivante, et le public, qui est déjà hyper chaud dès le début, va encore plus exploser alors que la voix de la ECW Joey Styles fait son entrée. Bien sûr accueilli comme la légende qu'il est, Joey Styles est au bord des larmes et ouvre le show sous l'ovation des fans, et il est rejoint par celui qui commente le show à ses côtés, la légende du hardcore, Mick Foley. Et si dans ce public de fous, il y avait deux mecs qui étaient pas chauds, ce qui est déjà peu probable, le premier match va assurément les réveiller. Lance Storm fait son entrée pour potentiellement son dernier match contre le premier adversaire de sa carrière, Chris Jericho. Et même si l'avenir va nous montrer que Chris Jericho ne sera pas du tout le dernier adversaire de Lance Storm, puisqu'il va revenir catcher à de nombreuses reprises et notamment affronter Matt Hardy en 2016, mais par contre son premier match dans sa carrière de catch professionnel est réellement contre Chris Jericho. En plus de ça, les deux hommes se connaissent très bien et ont eu tous les deux des runs du côté de la ECW et sont donc des favoris du public. Le match est une pépite et va commencer très fort, et contrairement au show de l'année suivante, il n'est pas question de ECW contre WWE, on est simplement sur un show réunion de la ECW et c'est vraiment un grand plaisir. Mais ce que ce match va également permettre de prouver aux critiques de la ECW, c'est que la ECW c'était pas simplement du catch violent et hardcore et du coup qu'on pourrait considérer comme nul, c'était aussi du catch technique et des grands talents dans le ring, et d'ailleurs beaucoup de grandes stars du catch qui ont un très bon niveau dans le ring viennent de la ECW. Lance Storm et Jericho vont donc avoir un match juste formidable dans lequel le public est ultra investi et je pense que le show pouvait pas mieux commencer. Je pourrais pas vous décrire toutes les prises de ce match tellement c'est de l'action non-stop avec des super kicks, des suplexes, des atémis, des soumissions, des transitions hyper techniques, c'est littéralement une leçon de catch et un vrai plaisir à regarder. Le match va d'ailleurs finir en hommage au run de Lance Storm à la ECW alors que Don Marie, sa manageuse, va vous voyez, y a pas besoin de la VAR, l'arbitre est formel, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un blue-blue, littéralement. Et justement, pendant ce temps, Justin Credible et Jason Knight vont intervenir et se faire dégager par Jericho dans un premier temps, mais alors que Lance Storm se dégage d'un roll-up, Jericho se retrouve dans les cordes et se déguste un coup de kendo stick absolument monstrueux en plein visage, permettant à Lance Storm de le couvrir pour repartir avec la victoire. Malgré cette défaite, Jericho quitte le ring sous l'ovation du public, et même si le show n'est pas vendu comme ECW contre WWE, on nous montre une tribune vide qui s'apprête à accueillir les membres de Raw et SmackDown qui sont anti-ECW. Après ces débuts monstrueux, le show continue avec un deuxième cadeau au public puisque Yoshihiro Taijiri fait son entrée suivi de Little Guido des FBI et du boss Super Crazy pour un three-way dance. Alors déjà avant le match, Joey Styles va troll les membres du FBI en disant que la moitié ne sont pas italiens et ne sauraient même pas situer l'Italie sur une carte. Mais bon, le match va commencer et directement Taijiri et Super Crazy vont lâcher des dingueries, puis Guido va remplacer Crazy pour continuer à nous régaler. Bon déjà les matchs à 3 c'est beaucoup d'action à la base, mais avec ces 3 là c'est du non-stop, on n'a même pas le temps de cligner des yeux. Et comme si c'était pas suffisant, après l'intervention de Tony Mamaluke du FBI, Super Crazy va entraîner tous les membres du groupe jusque dans le public avant de monter sur un balcon et de lâcher un magnifique moonsault qui va régaler le public. Rapidement après, Little Guido va se faire éliminer et Super Crazy viendra clôturer un match de 6 minutes rempli d'action par son moonsault pour sortir vainqueur. Mais croyez-moi, le show ne fait que démarrer parce que si on a eu un petit peu de lucha libre avec Super Crazy, on va avoir que ça dans le match suivant alors que Psycho 6 affronte Rey Mysterio. Alors vous connaissez tous Rey Mysterio pour son run à la WWE bien sûr, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, le luchador a eu un run à ses débuts du côté de la ECW où il a notamment eu une rivalité mémorable face à nul autre que son adversaire du soir, Psycho 6. Mais malheureusement, même si les deux sont capables de nous sortir des matchs incroyables et magnifiques, celui-là est un petit peu en dessous de ceux qu'ils sont capables de faire selon moi et on voit que le public en attendait bien plus et ils sont un petit peu déçus. Bon, le match n'est pas pour autant mauvais, on a quand même des spots hyper cool et c'est Rey Mysterio qui finit par gagner avec son 619 qui est bien sûr hué par la foule puisque c'est un mouvement WWE. Mais en réalité, ce match et cette victoire de Rey Mysterio va surtout permettre d'introduire les membres du roster de SmackDown qui arrivent menés par JBL sous les insultes du public. Et quand je dis insulte, on parle pas d'insultes un petit peu mignonnes et gentilles, non, ça sort littéralement à JBL qui te suce des bites. Et oui, et pour les Jean-Michel bilingues qui vont venir m'expliquer dans les commentaires que you suck ça veut pas dire tu suces, ce qui est vrai, maintenant ça...
Si vous voulez bien me donner une définition différente de celle qui est la plus évidente, n'hésitez pas. Enfin bref, le roster de SmackDown se fait copieusement insulter, et le show se coupe ensuite pour nous montrer un clip, ce qui va me permettre de parler d'un très gros point fort de ce show. Tout au long de la soirée, on va avoir des clips montrant des images d'anciens shows de la ECW et retraçant les meilleurs moments de cette fédération qui a marqué l'histoire du catch, qu'on le veuille ou non. Et ce qui est cool, c'est que ça permettait à des gens qui, comme moi à l'époque, ne connaissaient la ECW que de nom, de découvrir des images et de voir un petit peu à quoi ressemblaient les shows de cette fédération qui est en réalité légendaire. Donc au-delà du show en soi et des matchs qui ont lieu, c'est une des raisons qui me fait recommander ce pay-per-view parce que ça m'a permis de m'intéresser aux anciens shows de la ECW et donc de remonter dans les archives et de voir des pépites que je n'aurais jamais connues si je n'avais pas vu One Night Stand 2005. Mais pour revenir au show et au fil rouge de la présence de la WWE dans les tribunes, après avoir déboîté Joel Gartner, Kurt Angle va s'amuser avec le public en les insultant et les trollant alors qu'il se fait allumer par la salle entière. Sérieux, la ECW c'est vraiment un autre monde et c'est hyper bon à voir. JBL va enchaîner en insultant les fans lui aussi et évidemment il est accueilli par le public qui lui chante de fermer sa gueule. Bon en soi les promos sont marrantes et plutôt cool mais en réalité il pourrait littéralement dire n'importe quoi qu'il recevrait le même genre d'insultes puisque de toute façon le public les déteste. Mais alors que JBL est en train de péter un câble contre le public, le seul et unique GOAT, le boss, le roi du Frog Splash, Rob Van Dam débarque sous l'ovation du Hammerstein Ballroom. Rob Van Dam se fait saucer par le public et sérieux c'est tellement beau à voir, ce mec mérite tellement plus de reconnaissance et je pense qu'il est vraiment sous-coté. Ce qui est marrant c'est que Bill Alfonso est aussi acclamé alors que le mec se faisait pourrir en permanence à l'époque de la ECW, mais ce jour-là c'est un ECW original comme les autres et donc il a bien sûr les fans derrière lui. Bon malheureusement Rob Van Dam est blessé et il ne catchera pas ce soir et là où c'est hyper triste c'est qu'apparemment c'est entre autres lui qui est à l'origine de ce show et il va expliquer que ne pas catcher ce soir c'est pire pour lui que de rater WrestleMania. Mais alors que RVD est ému et qu'il reçoit le soutien du public, il va déguster de nulle part un énorme gore de Rhino qui s'en prend directement à son genou et soudain les lumières s'éteignent. Le public explose parce qu'ils savent qui est là. Et non, c'est pas comme à la WWE où l'Undertaker débarque, ici c'est la ECW et du coup c'est nul autre que Sabu qui apparaît face au Man Beast Rhino et comme à la bonne vieille époque de la ECW, un arbitre débarque et un match impromptu commence. Et quel match sérieux! Sabu le boss va nous proposer ses classiques avec les chaises, éclatant la tête de Rhino, salut Madame Commotion, et s'en servant de tremplin pour le Air Sabu de toutes les manières possibles. Là aussi on est sur un bon vieux match classique de la ECW entre deux vétérans, et d'ailleurs même s'il ne peut pas catcher, RVD va se mêler du match pour démolir Rhino et aider son partenaire à gagner le match en faisant passer le Man Beast à travers une table. Mais si le public sortait content de ce match, croyez-moi que ça va vite changer alors que le roster de Raw débarque pour rejoindre celui de SmackDown. Et donc le roster de Raw arrive et... Oh putain c'est le Snitz! Incroyable, le boss. Bon malheureusement c'est pas le Snitz, le leader du roster de Raw, c'est bien Eric Bischoff, mais pas de temps pour les conneries puisqu'on passe au prochain match. Chris Benoit fait son entrée pour affronter son meilleur ami, Eddie Guerrero. Et encore une fois, si vous les connaissez pour leur run à la WWE, ce sont aussi deux hommes qui ont fait l'histoire de la ECW. Malheureusement, quand on regarde ce match dans le contexte actuel, on le regarde avec beaucoup plus de tristesse qu'autre chose, puisqu'on est à ce moment-là à quelques mois de la disparition tragique d'Eddie Guerrero et que l'avenir de Benoit est d'autant plus sombre. En plus de ça, on va pas se mentir, le match est pas terrible, loin de ce que les deux hommes sont capables de proposer, et le public ne se met même pas dedans puisqu'ils sont plus préoccupés à insulter le roster de Raw. Le match est pas non plus catastrophique, on a des moments plutôt cool, mais quand on le regarde, on voit quand même bien qu'il y a un petit peu quelque chose de bizarre. Du coup, je me suis un petit peu renseigné pour comprendre pourquoi ce match était si étrange, et en réalité, Eddie Guerrero est dans une période de sa vie où il souffre énormément, d'où le fait qu'on soit seulement à quelques mois de sa disparition. En plus de ça, il a pas forcément envie d'être là ce soir-là, et pour en rajouter, comme je vous l'ai dit, le public va un petit peu chier sur le match au début, puisqu'ils vont se concentrer sur les catcheurs de la WWE. Et donc, Eddie Guerrero ne fait pas d'efforts, et ça va frustrer son adversaire, et ça nous donne ce match qui est vraiment particulier. Mais bon, revenons au show, et passons au prochain match qui est une dinguerie sans nom. Alors c'est possible que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les deux catcheurs qui s'affrontent et je vous invite vraiment à vous renseigner sur eux parce que le prochain match est une dinguerie entre Mike Awesome et Masato Tanaka. Mike Awesome, alors je connais pas sa carrière en long en large, mais je pense qu'il doit faire partie des catcheurs les plus sous-cotés de l'histoire. Déjà, je trouve qu'il est très rarement mentionné, même parmi les big men et même depuis son décès, et en plus de ça, le mec avait un talent de dingue dans le ring et était capable de sortir des trucs de fou malgré son gabarit. Je vous conseille vivement d'aller voir certains de ses matchs et best-of qui sont disponibles sur YouTube parce que vous allez voir que c'est vraiment un big man impressionnant. Mais si vous en voulez un en particulier qui vous décevra pas, regardez ce show parce qu'avec Masato Tanaka dans le ring, on va avoir un match de fou. Mike Awesome va nous lâcher des dives et des splashs du haut de ses 2 mètres et 130 kg, et Masato Tanaka va se faire exploser à travers une table de manière horrible pour le plus grand plaisir des fans. Mais ce qu'on va limite le plus voir dans ce match, presque plus que des prises, c'est des coups de chaise que je prendrai pas pour tout l'or du monde tellement ils sont violents. Alors oui, c'est une époque où il n'y avait pas de protocole commotion, donc ça fait hyper mal à voir. Ce match est je pense l'un de mes favoris dans ce show, et c'est clairement un show stealer que je vous conseille sans hésiter, il y a des spots de fou, et ce finish sérieux, j'ai jamais vu une dinguerie pareille. Pour conclure ce match de fou, Mike Awesome fait passer Masato Tanaka à travers
travers une table de l'intérieur vers l'extérieur du ring avant de plonger dessus de manière abominable et l'arbitre fait le compte de 3 à l'extérieur pour mettre un terme à ce match. C'est d'ailleurs cet affrontement qui sera officiellement le dernier de la carrière de Mike Awesome et c'est un bel hommage à cette légende qui nous a quittés. Et si vous pensiez que c'était fini, croyez-moi, vous vous trompez sérieusement. Paul Heyman, le GOAT ultime du catch et le patron de la ECW, débarque sous les chants des fans et on peut lire sur son visage l'émotion, c'est vraiment un moment magnifique. Je pourrais pas faire honneur à ce segment en vous le décrivant, c'est juste un truc à voir, mais les chants Merci Paul traduisent la reconnaissance qu'a le public pour cette légende. Par contre, une fois remis de ses émotions, Paul Heyman va nous lâcher une promo exceptionnelle sur les membres du roster de la WWE. Bischoff et Edge vont prendre tarif, Paul Heyman va pas oublier de rappeler que Edge a volé la femme de Matt Hardy, mais surtout, Paul Heyman va nous sortir une masterclass en disant à JBL que la seule raison pour laquelle il a été champion pendant un an, c'est parce que Triple H ne voulait pas bosser le mardi. Alors je sais pas si l'info est vraie, mais en gros à cette époque-là, SmackDown était enregistré le mardi et Triple H, qui était prévu pour être champion du côté du show bleu, avait refusé et du coup, en guise de remplacement, c'est JBL qui avait été choisi. Mais Paul Heyman ne s'arrête pas là. Il conclut sa promo en regardant droit dans la caméra et en disant « Ce n'est pas la WCW, ce n'est pas Monday Night Raw, c'est pas SmackDown, ce n'est même pas la WWE. Ici, mon pote, c'est la ECW. Quel plaisir, sérieux. La ECW, c'est vraiment un truc qui fait que je suis dégoûté de pas être né plus tôt, mais heureusement, il y a les DVD pour nous faire revivre toutes ces masterclass. Mais passons sur ces regrets, parce que c'est l'heure du main event. Les Dudley Boys contre Tommy Dreamer et le Sandman. Et si les Dudleys et Tommy Dreamer reçoivent une ovation à leur entrée, il y en a une qui va faire trembler l'arène et qui est l'une des meilleures de l'histoire, celle qui arrive en dernier, l'entrée du Sandman. Regardez la tête de Dreamer, il sait très bien ce qui s'apprête à se passer et il est déjà hypé. Le public hurle les paroles de Enter Sandman de Metallica, c'est absolument incroyable, j'aurais vendu un rein pour être dans la salle ce soir-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais je m'étais trompé dans ma vidéo sur One Night Stand 2006, parce que je pensais que c'était cette année-là qu'on avait eu l'entrée de fou du Sandman, mais en réalité, c'était bel et bien lors de One Night Stand 2005. Et donc, en plus de nous lâcher une entrée absolument folle avec le public qui est en feu, le Sandman s'ouvre tranquillement le crâne dès les premières secondes de son entrée. Alors c'est bien sûr important de le rappeler, le Sandman ça a jamais été le plus grand talent dans le ring, et en plus de ça, il est très loin d'être dans sa meilleure forme physique, mais en réalité, il en avait juste pas besoin parce que son entrée faisait absolument tout le travail. Le début du match sera interrompu par la BWO, puis par Kid Cash, Balls Mahoney et Axel Rotten, et ça partira en bagarre générale avant que le vrai match commence. Bien sûr, comme on s'y attend, ça va sortir tout type d'objets, poubelle, échelle, plaque métallique, chaise, kendo stick et même râpe à fromage. Oui, non, posez pas de questions, c'est tout à fait normal, c'est la ICW. Mais le bordel est très loin d'être fini, parce que Justin Credible et Lance Storm vont débarquer pour attaquer Sandman et Tommy Dreamer avant d'être rejoints par Francine qui partira en catfight avec Beulah McGillicuddy. Ce match est vraiment une dinguerie, y a rien qui va, mais quel plaisir de voir ce joyeux bordel. Mais le carnage est très loin d'être fini, ça va continuer avec des passages à travers des tables, des coups en pleine gueule et tous les membres du match qui vont pisser le sang, et on terminera par Tommy Dreamer qui va passer à travers une table en feu pour le plus grand plaisir des fans pour permettre aux Dudleys de repartir avec la victoire. C'est limite un match qui est fatigant à regarder tellement il se passe de trucs de partout avec des objets, des interventions et j'en passe. Mais personnellement, c'est ça que je kiffe avec la ECW, il se passe toujours des trucs de partout et entre les matchs hardcore et les matchs hyper techniques, on trouve toujours notre compte. Mais attendez, si vous croyez qu'après ce match de fou le show est fini, vous êtes très loin du compte. Déjà, je suis sûr que vous m'avez pas rejoint sur twitch.tv/MonsieurHawkin, mais en plus de ça, alors que Sandman réclame une bière pour je ne sais quelle raison, on s'apprête à avoir une dinguerie. Le bruit de verre et les hurlements du public annoncent l'arrivée de nul autre que Stone Cold Steve Austin, qui lui aussi avait fait un passage à la ECW, on s'en rappelle, et qui est donc accueilli comme il se doit. Stone Cold va ramener tout le roster de la ECW pour se régaler de bière au centre du ring, mais encore une fois, on est très loin de la fin du show. Stone Cold, qui est au centre du ring avec tout le roster de la ECW, dit qu'il n'y a pas assez eu de violence ce soir et qu'il est venu pour la bagarre très clairement. Et donc, pour qu'il y ait bagarre, il va inviter le roster entier de la WWE à venir sur le ring pour se mettre sur la gueule avec le roster de la ECW. Et à force de demander ce qu'il veut, il va l'obtenir, le roster de la WWE descend sous les insultes de la foule et débarque sur le ring, ça va péter. Mais pas de suite. À la ECW, vous vous rappelez, c'est jamais fini. Une musique retentit et de l'entrée débarque nul autre que Taz, la machine à souplex qui vient pour s'associer à la ECW. Et avec Taz sur le ring, ça peut commencer, il va commencer à se battre avec Angle alors qu'une bagarre générale éclate entre les deux rosters. C'est un bordel sans nom et Kurt Angle se fait choper dans la Taz Mission alors que dans le ring, la guerre bat son plein. Mais petit à petit, les membres de la ECW se font dégager du ring et battent en retraite devant le roster de la ECW. Et donc, alors qu'on vient d'avoir une bagarre générale et un bordel sans nom avec je ne saurais dire combien de catcheurs sur le ring, on arrive enfin à la fin du show. Mais non, vous y avez vraiment cru ? Bien sûr que c'est pas fini.
Stone Cold demande à Mick Foley de ramener Eric Bischoff dans le ring puisque le general manager de Raw n'avait pas participé à la bagarre générale, et bien sûr, alors que le roster prend la fuite, Foley retient Bischoff et l'amène sur le ring. Le pauvre gars va déguster d'entrée de jeu un 3D, puis un Flying Headbutt et un 619 pour finalement déguster un Stunner pour enfin clôturer le show. Bon, malheureusement, dans cette histoire de bagarre générale, il y a JBL qui a eu la bonne idée d'aller régler ses comptes avec le Blue Mini en lui explosant le visage et lui ouvrant littéralement le crâne. En gros, de ce que j'ai compris, Blue Mini avait mal parlé de JBL dans une interview après son départ de la WWE, ce qui bien sûr avait pas plu à JBL, mais ce con a trouvé rien de plus intelligent que d'aller régler ses comptes avec lui ce jour-là. Mais bon, malgré ce petit désagrément, qui va quand même littéralement ouvrir le visage de Blue Mini, qui est dans un état pas possible après la bagarre, ce show exceptionnel a permis de régaler les fans de la ECW à travers le monde, et en plus de faire découvrir une promotion incroyable à tous ceux qui ne la connaissaient que de nom, et c'est donc un vrai plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez surtout pas d'éclater le bouton like et s'abonner à travers une table en feu, et d'aller me rejoindre sur twitch.tv/Monsieur Hawkin où je suis en live tous les mercredis et les dimanches à 16h, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin, et on se retrouve très vite pour parler de catch.